Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Noël et Elie Tenenbaum. Le premier est un ancien pilote de chasse qui est chercheur associé au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Quant au second, il dirige ce même centre. Mes deux invités ont coécrit une étude de l'IFRI sur les leçons de la guerre américano-israélienne en Iran sur la période allant du déclenchement des frappes le 28 février 2026 au cessez-le-feu du 8 avril. Ce podcast est enregistré le 23 avril alors que le cessez-le-feu vient d'être prolongé. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Première question, quels étaient selon vous les objectifs initiaux de l'opération Epic Fury côté américain et Roaring Lion côté israélien ? Et d'ailleurs, est-ce que ces objectifs étaient parfaitement alignés ? Je pense que c'est pas inintéressant dans le cadre de cette question de commencer par Israël en fait, même si c'est vrai que ça a beaucoup été vu dans les médias comme une opération portée par les États-Unis parce que c'est la plus grande puissance des deux, mais on voit bien que du côté israélien, c'est ceux qui ont le plus poussé pour que ça se fasse. Il y a eu des révélations dans la presse qui sont allées dans ce sens-là. Et c'est aussi ceux qui sont dans la temporalité la plus longue de cet objectif, puisque en fait, le monde a changé pour Israël après le 7 octobre, les attaques du Hamas du 7 octobre. Là où, jusque-là, finalement, l'appareil de sécurité israélien estimait qu'il pouvait faire ce qu'ils appelaient la tonte du gazon ou de la pelouse, c'est-à-dire des attaques régulières contre leurs adversaires en gagnant un peu de temps, en attendant qu'ils se reconstituent et puis y revenir après. Il y a une volonté, après le 7 octobre, d'avoir un rapport beaucoup plus définitif, si je puis dire, à ceux qui sont considérés comme les menaces d'Israël, et donc à ne pas laisser d'une certaine manière l'herbe repousser. On le voit évidemment à Gaza avec la manière dont la guerre a été conduite et les exactions qui ont été commises. On l'a vu au Liban et surtout on l'a vu depuis 2024 et surtout 2025. Israël a engagé directement son action sur l'Iran, qui considère depuis le début, et là il y a une relation particulière de Netanyahou avec l'Iran, comme la tête de la pieuvre d'une certaine manière et la source de toutes leurs menaces au Moyen-Orient, avec donc une opération qui s'appelait Rising Lion, le lion dressé, en 2025, en juin 2025, contre le programme nucléaire iranien auquel les Américains se joignent tardivement. Et d'emblée, l'idée de dire que cette opération pourrait avoir une suite, et on le voit dans les préparatifs israéliens dès l'été 2025, à l'idée qu'ils vont y retourner d'une manière ou d'une autre, et cette fois-ci de façon avec beaucoup plus d'ampleur, en ne se limitant pas uniquement au programme nucléaire. Là-dessus, se met en place un certain nombre de choses, avec l'idée d'une opportunité stratégique, d'une fenêtre qui s'ouvre pour les Israéliens, qui est assez unique, avec l'affaiblissement des moyens de dissuasion iraniens asymétriques qui étaient surtout liés au Hezbollah, et on a un Hezbollah qui est très affaibli au cours de l'année 2025, mais qui est en train de se réorganiser, et avant qu'il remonte en pleine capacité, Israël veut pouvoir taper l'Iran. On a un affaiblissement des défenses aériennes de l'Iran qui a eu lieu au cours de 2024-2025 par les précédentes passes des frappes israéliennes. Et là aussi, on sait que la défense anti-aérienne remonte en puissance, mais à ce moment-là, elle est considérée comme affaiblie. Et puis, politiquement, il y a un affaiblissement du régime iranien, avec un mouvement de manifestation sans précédent, ou en tout cas suffisamment important pour être noté à l'hiver 25-26, et surtout au début du mois 2026, avec une répression forte. Et donc pour Israël, en fait, il y a une opportunité stratégique d'aller frapper le régime le plus durement possible, et si possible d'obtenir sa disparition. Et donc ça, c'est l'objectif qui est fixé par les Israéliens.
si possible d'aller jusqu'au renversement du régime, en tout cas à son effondrement. Et pour ça, ils ont besoin des Américains. Ils vont venir voir les Américains, on le sait, au mois de février pour les convaincre que c'est possible. Ils arrivent en tout cas à convaincre Donald Trump de cette possibilité, dans une séquence américaine cette fois-ci, qui est propre au président Trump, qui est juste après l'intervention réussie, ou en tout cas perçue comme réussie, des Américains au Venezuela, dans laquelle le président Maduro a été enlevé. Et on sent un Donald Trump un peu grisé finalement par la capacité à employer la force armée, par l'efficacité notamment de sa puissance aérienne. Et alors que Donald Trump s'était montré plutôt réticent aux interventions militaires, on sent qu'il change un petit peu son rapport à la force armée, notamment à l'aune de cette expérience vénézuélienne, et se laisse convaincre par les Israéliens. Donc pour moi, l'objectif au moment où il se lance, c'est bien l'idée de frapper très très durement le régime et de mettre en place les conditions d'un effondrement de ce régime, notamment avec un appel à un soulèvement populaire et si possible le remplacement par une alternative dont on sent bien qu'elle est assez floue dès le début. En revanche, du côté américain, d'autres décideurs, le directeur de la CIA, le chef d'état-major, sont plus sceptiques, et le secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, Marco Rubio, semble plus sceptique sur la possibilité d'arriver à ce changement de régime et encourage plutôt à se concentrer sur un certain nombre d'objectifs militaires qui sont en tout cas militairement atteignables. Donc 4 objectifs que je liste ici: la neutralisation du programme balistique iranien, la destruction de la marine iranienne, ou en tout cas de la marine hauturière, la marine de guerre iranienne, la reneutralisation du programme nucléaire qui avait déjà été ciblé en juin 25, et enfin l'affaiblissement ou la suppression des proxys, ou en tout cas des moyens iraniens de peser sur l'environnement régional en soutenant un certain nombre d'acteurs relais, dont le Hezbollah libanais, mais aussi les milices chiites en Irak, voire les Houthis au Yémen. Alors, est-ce que ces objectifs étaient atteignables uniquement par des moyens aériens? Et évidemment, je me tourne vers l'ancien pilote de chasse pour tenter de répondre à cette question. C'est un des grands problèmes qui émerge tout de suite quand la campagne aérienne commence. Alors, si on regarde historiquement, en fait, c'est jamais arrivé. Donc, déjà, on n'a pas d'exemple précédent. Il y a eu les penseurs, les premiers penseurs de la puissance aérienne, ou les premiers acteurs de la puissance aérienne ont un petit peu rêvé que ce soit possible, hein. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, on imaginait qu'en matraquant les villes allemandes, et ben, finalement, la population allait se révolter, en tout cas, elle allait être usée, etc. Et que de toute façon, ça allait non seulement impliquer l'effondrement de l'Allemagne, mais aussi une espèce plus ou moins de révolte, enfin quelque chose, il n'y aurait plus de maîtrise de la part des gouvernants de leur population, et fatalement, donc on arriverait à un changement de régime, mais ça ne se fait pas. Voilà, on voit bien que malgré tout, les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi a tenu jusqu'à la fin. Plus récemment, quand on regarde ce qui s'est passé au XXIe siècle, pareil, dans les exemples, il y a 4 opérations principales, hein. C'est évidemment l'Afghanistan, c'est l'Irak en 2003, c'est la Libye en 2011, et plus récemment, donc c'est la Russie avec l'Ukraine. On s'aperçoit que la puissance aérienne est toujours impliquée, mais de manière différente. Alors, elle est impliquée parfois dans des opérations aéroterrestres, et en 2003, ça fonctionne, même si les conséquences à long terme sont évidemment très très discutables. En 2022, ça fonctionne pas du tout. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le modèle afghan, qui a été défini par Stephen Biddle, hein, qui essaie de caractériser un petit peu ce qui s'est passé justement en Afghanistan. On s'aperçoit que si vous ajoutez, on va dire, des forces spéciales avec de la puissance aérienne, et que vous avez sur place des troupes locales, autochtones, qui connaissent bien, mais qui sont capables d'agir en masse et de manœuvrer, là on peut arriver à des choses qui sont assez intéressantes. Effectivement, ça fonctionne en Afghanistan. Le régime des talibans est très rapidement renversé. En Libye, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long, parce que peut-être l'intensité de la campagne aérienne n'a rien à voir. Mais finalement, alors, bon, la Libye est aussi un cas compliqué, puisqu'initialement, l'intervention n'est pas décidée pour faire un régime change, mais c'est peut-être quelque chose qui a émergé progressivement, en tout cas de manière un petit peu tacite au départ, et puis un peu plus franchement après. On s'aperçoit que là aussi, la puissance aérienne a un effet, mais avec d'autres éléments. Et encore une fois, donc, je rappelle l'importance de ces troupes qui sont sur place. Et là, en fait, ce qui gêne quand on regarde un petit peu le début de la campagne, on se demande, mais où sont ces troupes sur place? Qui sont-elles? Sur qui on va s'appuyer?
Alors, vous avez l'exemple de 2024 auquel faisait allusion Elie, hein, effectivement, avec le Hezbollah. Le Hezbollah qui est frappé très durement, de manière très intense, soudainement. Alors, pas forcément d'ailleurs qu'avec la campagne aérienne, hein, avec les beepers, les talkie-walkie, etc. Et puis finalement Nasrallah, donc, qui est neutralisé suite à un bombardement aérien. Et là, on voit qu'il y a une espèce de vacance du pouvoir dont va vraiment souffrir le Hezbollah. On s'aperçoit qu'il y a une espèce voilà, de nouvelle définition des rapports de force politiques au Liban suite à cette opération, qui laisse un espoir, en tout cas, que ça évolue dans un sens plus favorable aux Israéliens. Donc je pense qu'il y a quand même cette idée qui est assez latente, et se dire pourquoi on n'essaiera pas de refaire finalement cet exercice à beaucoup plus grande échelle en Iran. Et après tout, si on est incapable de tout simplement neutraliser tous ceux qui sont en place aujourd'hui, ça va laisser un vide, et peut-être que finalement la nature est horreur du vide, peut-être qu'il y a des forces plus progressistes pour les Israéliens qui vont venir en place. Donc je pense que c'est un petit peu, donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau, on va dire, si on regarde un petit peu l'histoire de la pensée de la guerre aérienne, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de très 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 ambitieux, qui s'appuie quand même donc sur un exemple, mais qui n'est pas évidemment, qu'on ne peut pas reproduire. Mais voilà, je pense qu'on est un petit peu dans cette logique à ce moment-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'à court terme, ça n'a pas fonctionné. Après, on ne présage pas de ce qui peut se passer dans les prochains mois et les prochaines années, mais ce qui semble ressortir des premières semaines de guerre, c'est que plutôt les durs ont été renforcés, et notamment les gardiens de la Révolution. Et je renvoie là à un précédent épisode du podcast avec Sophia Maroug, où on avait justement concentré l'analyse sur les gardiens de la Révolution. Alors, je reste avec vous, Jean-Christophe Noël, sur la question aérienne. Comment Israël et les États-Unis ont-ils établi leur supériorité aérienne depuis le 28 février? Et vous expliquez bien dans l'étude qu'il ne faut pas confondre supériorité et suprématie, et qu'il n'y a pas de suprématie aérienne pour les Israéliens ni pour les Américains en Iran aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette distinction et encore une fois, quels ont été les moyens déployés pour arriver à cette suprématie? Ouais, donc À cette supériorité, pardon. il y a 2 aspects à la question, effectivement. Déjà, comment, et effectivement, quel état, à quel état on arrive. Le comment, moi je trouve ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut parler d'une espèce de méta-campagne. C'est-à-dire finalement cette campagne s'inscrit dans d'autres, dans un mouvement beaucoup plus large. Alors on peut le faire commencer à différents moments. Bon, disons on va le faire commencer simplement en 2024 avec les premières interventions aériennes au-dessus de l'Iran, où en gros on va commencer à mettre le pied dans l'eau pour voir si l'eau est assez chaude, si on peut aller se baigner. On s'aperçoit que finalement les avions israéliens arrivent tout simplement à survoler l'Iran sans perte, et puis à justement détruire quelques batteries aériennes. Les opérations vont être beaucoup plus sérieuses en juin 2025, hein. Là, vous avez 70 systèmes solaires qui sont détruits, dont 16, alors pour les spécialistes, le S300 PMU2, qui est disons, allez, c'est le système solaire commun des Russes aujourd'hui. Donc c'est pas leur système le plus évolué, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez commun. Et les Israéliens, ils vont encore une fois à les détruire facilement, sans aucune perte. Et là, bon, ils voient bien que finalement pénétrer les cieux de l'Iran, c'est pas un problème. Ils auront les moyens de le faire, et cetera. Et donc c'est quelque chose sur lequel ils vont insister. Alors c'est intéressant, si on regarde la campagne, en fait, ils vont y aller progressivement. Si elles vont commencer à redétruire les batteries solaires, en tout cas essayer de neutraliser tout ce qui est sur la frontière ouest, les Américains plutôt sur le sud, ils vont essayer tout doucement de grappiller du terrain. Et très rapidement, au début du mois de mars, en fait, les Israéliens annoncent qu'ils ont la supériorité aérienne et qu'ils peuvent survoler Téhéran sans problème. Donc voilà, c'est vraiment pas un souci. Mais il y a quand même une menace latente qui existe tout le temps, et on s'aperçoit que, par exemple, je crois que c'est fin mars, les Israéliens neutralisent encore une batterie solaire iranienne, bon, qui est cachée dans une forêt. Donc les Iraniens ont réussi à préserver certaines choses. On s'aperçoit que des F-16 équipés de missiles armes, justement, contre ces batteries, volent régulièrement, accompagnent les raids au cas où il se passe quelque chose. Et voilà. Et donc, on peut effectivement parler, on a l'impression qu'on... Oui, alors j'y venais justement, oui. On peut parler de suprématie aérienne. Quand on voit le nombre de sorties, quand on voit le nombre d'objectifs traités, on peut se dire, bon, globalement, ça n'a pas été vraiment un problème. Enfin, ce qui était dessous n'était pas vraiment un problème. C'est sûr, et je pense qu'effectivement, le premier réflexe, c'est de parler de cette suprématie aérienne. Quand on regarde un peu plus dans le détail, il y a quelque chose comme, il y a plusieurs choses qui grattent. Une des premières choses qui gratte, c'est que finalement cette liberté d'action, dans les cieux, elle est pas, si vous regardez, si vous faites une coupe verticale des cieux iraniens, elle est pas obtenue partout. C'est en fait, si vous êtes en dessous, alors, de 6 000 mètres à peu près, là vous êtes, sous la menace
de certains missiles, des missiles solaires qui fonctionnent, voilà, qui sont attirés tout simplement par la chaleur des réacteurs et qui sont souvent portables, ou en tout cas qui sont disséminés sur des petits porteurs, sur des petits véhicules, et cetera. Donc quand vous avez des gros systèmes qui ont besoin de radars pour fonctionner, vous pouvez attaquer les radars, ça voilà, c'est quelque chose qui est assez commun. Quand vous avez tous ces petits systèmes qui sont finalement répartis à travers différents personnages, à travers différents véhicules, c'est beaucoup plus dur. Et là, vous apercevez que finalement, c'est assez compliqué d'évoluer en dessous de 6000 mètres. En tout cas, il y a une menace. Donc déjà, vous savez qu'il y a toute une part du ciel dans laquelle il sera difficile d'évoluer. C'est peut-être dans cette partie du ciel où certains avions, justement, ont été atteints. Deuxièmement, quand on parle de supériorité aérienne, il faut bien comprendre qu'il y a deux volets. Vous avez un volet offensif, et ça, pour le coup, il n'y a pas de problème. Je pense que la coalition l'avait. C'est-à-dire, ils ont fait à peu près ce qu'ils voulaient. Ils ont pu détruire les objectifs qu'ils voulaient. Ils ont pu voilà, ramener le renseignement qu'ils voulaient, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi un aspect défensif. C'est-à-dire, la supériorité aérienne, c'est avoir la liberté de faire ce qu'on veut, mais c'est aussi dénier cette liberté à l'adversaire. Et là, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué, parce que les Iraniens, en fait, ont contourné cette espèce de supériorité aérienne offensive. Ils l'ont contourné par le haut, avec évidemment les frappes balistiques, et ils l'ont contourné par le bas, justement, avec cette multiplication des drones, et la possibilité d'avoir cette capacité de nuisance qui est vraiment très, très problématique. Et c'est pour ça que je parlerai plutôt de supériorité aérienne, avec, je dirais, ces quelques limites plutôt que de suprématie. Je me retourne vers Elie Tenenbaum pour parler de la cadence des frappes et de la précision, parce que vous donnez des chiffres dans votre étude très élevés. Peut-être que vous pouvez nous les rappeler brièvement et les comparer aussi avec des guerres plus anciennes. Absolument. Oui, donc on est effectivement d'abord sur ce qu'on appelle une campagne de grande ampleur. Ça a été dit avec un niveau d'ambition très élevé, qui commence très fort, puisque on l'a pas évoqué, mais donc on a d'emblée, dans les premières heures, une frappe, enfin une triple frappe de décapitation qui tue en l'espace de quelques minutes, en fait, 40 leaders iraniens, dont le guide suprême, ministre de la Défense, chef d'état-major, et cetera. Mais donc qui montre à la fois le renseignement, mais aussi voilà, la masse de frappes concentrées en très peu de temps. Dans les 3 premiers jours, on estime au moins à 5000 munitions qui sont tirées. À l'échelle de la campagne de un peu plus d'un mois, on est, nous, en tout cas avec les chiffres qu'on a pu consolider, qui est une première estimation, hein, évidemment. On aura peut-être des choses beaucoup plus précises dans les mois, les années qui viennent. Mais sur 23 à 25 000 cibles qui sont engagées. Peut-être jusqu'à 30 à 40 000 munitions, toutes munitions de précision. On est sur des ordres de grandeur qui alors sont d'abord, et c'est un point important, sans commune mesure avec ce que des aviations européennes aujourd'hui seraient capables de faire, ou ce qu'elles ont fait on citait l'opération en Libye par exemple, enfin les grandes opérations aériennes qui ont été conduites. On est un peu plus dans les ordres de grandeur de ce qu'on a vu en 2003 avec l'opération Iraqi Freedom, l'invasion de l'Irak. Mais la différence, c'est que dans Iraqi Freedom, vous aviez beaucoup de frappes qui étaient de l'appui rapproché aux forces terrestres qui progressaient. Là, on est entièrement sur de la frappe, euh, soit ciblée, soit d'opportunité, parce qu'il y en a aussi, mais on est sur une campagne entièrement aérienne. 600 cibles engagées par jour en moyenne, près d'un millier de munitions tirées par jour. On est donc sur des niveaux considérables, d'une intensité qu'on a rarement vu si vous le combinez avec la précision. C'est-à-dire que vous avez pu avoir des très grandes consommations dans l'histoire pour des munitions lisses, non guidées, et donc dont une grande partie tombait à côté de la cible. Mais là, on est sur voilà, une quasi 100% de munitions guidées, mais sur des quantités qu'on avait l'habitude de voir sur d'autres types de munitions. Alors quel impact une telle cadence a-t-elle en termes de logistique, notamment pour la production et la gestion des stocks de munitions? On a vu CNN publier récemment des chiffres qui montraient une
très forte attrition, j'allais dire, des stocks, notamment des stocks de Tomahawk, mais aussi des stocks de Patriot, de SAT, des intercepteurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Vous avez deux grandes catégories d'abord qu'il faut distinguer, c'est les armes offensives et les armes défensives. Et ce qui est sûr, c'est que les Américains et les Israéliens avaient surestimé, on va peut-être en dire un mot à un moment, mais l'effet de sidération et de paralysie que cette cadence et cette instantanéité, de la frappe, allait provoquer chez l'adversaire. C'est-à-dire qu'ils pensaient, et ça c'est voilà, un des éléments de principe de la pensée aérienne occidentale depuis les années 90, quand le concept shock and awe, le choc et l'effroi a été pensé après la première guerre du Golfe et mis en œuvre en 2003. C'est dire, si vous tapez très vite, très fort sur les centres de commandement, de compréhension de l'adversaire, il est sourd, aveugle, muet, il ne comprend pas ce qui se passe et il ne va pas être capable de réagir. Or, les Iraniens s'étaient préparés à ça, avaient mis un certain nombre en place de procédures pour pouvoir taper. Et donc, ont très vite déclenché une riposte aérienne, balistique. Je ne parle même pas de ce qui s'est passé dans Hormuz, mais contre les bases américaines dans les pays du Golfe, puis plus largement sur les pays du Golfe et contre Israël, qui ont fait que les Israéliens et Américains ont dû dépenser leur stock d'intercepteurs pour se protéger. Ils étaient dans une posture très très offensive. Donc là, Et c'est les donc, SAD et les Patriots. donc là, vous avez pour la couche très haute les THAAD, les Arrow 2, Arrow 3 pour les Israéliens, et puis du côté, et puis sur une couche moyenne, les fameux intercepteurs patriotes, et puis vous avez même des couches plus basses qui ont été également. Et là, on sait, et on l'a écrit d'ailleurs dans un papier de l'IFRI sur la compétition de sable, l'économie de la compétition de sable, par Adrien Gormans, que globalement, l'intercepteur, il coûte, allez, à la louche, 2 fois le prix du missile qu'il est censé intercepter, quand on prend le missile le plus évolué. Après, des fois, parce que l'adversaire a poussé sur des menaces plutôt basse couche ou low cost, on utilise des intercepteurs très chers pour des missiles ou des drones, on dit drones, voilà, des munitions téléopérées longue portée, type les fameux drones Shahed, qui sont vraiment peu chers. Et donc là, ça peut aller très très vite, votre niveau de vidage des stocks. Donc Oui, là, il faut parfois plus d'un intercepteur pour abattre un missile, parce que c'est pas efficace à exactement. 100%. Donc vous pouvez potentiellement avoir à tirer 2, 3, 4 missiles d'interception, surtout sur l'anti-balistique, chacun coûtant 2 fois le prix du missile balistique que vous cherchez à attaquer. Donc encore une fois, c'est pas une question d'argent, mais c'est juste que l'argent va définir la capacité de production et la capacité de stockage. Et donc ça, effectivement, on s'est retrouvé assez vite sur des taux élevés, de l'ordre de la dizaine de pourcents, voire de la moitié, voire au-delà de la moitié des stocks d'intercepteurs. Et ça, on l'avait déjà vu, entrevu après la guerre des 12 jours en juin 2025, mais ça s'est confirmé que les intercepteurs se vident plus vite que les moyens d'attaque. Sur les moyens, les armes offensives, elles ont aussi été consommées dans des taux élevés pour les munitions les plus complexes qui étaient faites pour être tirées en dehors de l'enveloppe. Je pense par exemple aux missiles aérobalistiques israéliens de la classe Sparrow ou Rampage, qui sont des missiles balistiques tirés depuis des avions, très rapides, très complexes, très performants, mais dont les stocks étaient pas infinis, et dont on a vu là aussi des proportions élevées être consommées par rapport aux stocks existants. En revanche, sur des munitions un peu plus simples, alors déjà Tomahawk, ils ont été consommés en grande, donc missiles de croisière, ils ont été consommés en grande partie, sur des proportions élevées. Et ensuite, plus vous descendez sur la qualité ou la complexité de la munition, les bombes à guidage laser ou GPS à gravité simple, on est de l'ordre de 5% des stocks, et donc c'est pas le plus inquiétant. Mais comme toujours, on a des goulets d'étranglement sur certaines munitions très complexes,
qui sont nécessaires pour de l'entrée en théâtre et là, qui ont été très, très largement consommés. Et c'est ça qui inquiète aussi non seulement les Américains et les Israéliens, mais leurs alliés qui comptaient sur ces stocks pour des scénarios en Indo-Pacifique, en Europe, et dont on voit bien qu'on ne pourra pas compter sur ces missiles pendant quelques mois, voire quelques années. Et sur ce que vous appelez les armes défensives, on a notamment vu des retards de livraison déjà dans les pays baltes. Et sur les armes offensives, quand même une remarque sur les Tomahawks. Vous écrivez dans l'étude que la consommation de quelques centaines de Tomahawks depuis le 28 février va mettre beaucoup de temps à être compensée parce que les industries ne peuvent pas suivre le rythme. Donc vous dites qu'il faudra 1 an et demi quasiment pour compenser. Absolument. Et là, on est sur des leçons qui sont en fait assez similaires à celles de l'Ukraine, hein, qui sont que ces conflits de haute intensité ont des niveaux de consommation qui sont sans commune mesure avec l'outil productif tel qu'il s'est dimensionné, celui de des productions de munitions, qui a ses goulets d'étranglement, que ce soit sur les capteurs, les autodirecteurs, sur les poudres et les moteurs de fusées. D'ailleurs, de manière intéressante, les Israéliens et les Américains ont aussi essayé de cibler les usines de production de moteurs, les malaxeurs, qui sont des goulets d'étranglement pour les Iraniens, parce qu'on sait très bien que ça fait partie des choses qui sont complexes et qui peuvent complètement engorger ou bloquer une production. Et on a tous les mêmes problèmes, j'ai envie de dire, des Iraniens aux Allemands, en passant par les Américains et les Chinois. On a tous une difficulté sur un certain nombre de composants. Et aujourd'hui, voilà, le niveau de consommation est sans commune mesure avec l'appareil productif. Venons-en aux Iraniens. Vous en avez déjà un peu parlé, Elie, mais peut-être que Jean-Christophe va pouvoir compléter. On a beaucoup parlé de la défense en mosaïque, donc cette forme de décentralisation qui a permis aux Iraniens de faire preuve de résilience. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je poserai une question spécifique sur Hormuz après, mais peut-être déjà sur la capacité des Iraniens à encaisser le choc que vous avez décrit avec Ouais. ces milliers de frappes. Bah, je vais prendre une image, si vous voulez. Quand vous battez contre Teddy Riner, vous avez le choix. Soit vous prenez des cours de judo, mais ça va être compliqué d'arriver au même niveau. Parce qu'en fait, vous allez pratiquer un autre sport face à Teddy Riner. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, si vous voulez vous battre du fort au fort, vous allez perdre. Donc, il était hors de question pour les Iraniens de développer une puissance aérienne, on va dire, traditionnelle. De toute façon, à un moment ou à un autre, ils auraient eu le dessous. Donc, en fait, ils vont aller chercher d'autres moyens pour essayer non pas de lutter contre cette puissance aérienne israélienne américaine, mais pour au contraire essayer d'imposer les termes du combat, de la guerre sur d'autres objectifs, sur d'autres éléments. Et c'est ce qu'on a appelé finalement l'escalade horizontale, c'est-à-dire finalement, bah, écoutez, on va pas, ok, vous venez dans les cieux, mais on va pas se battre dans les cieux. Ok, on va vous laisser les cieux, on a compris qu'on n'était pas au niveau, donc on va laisser Teddy Riner justement pratiquer le judo, mais nous, soit on va courir très vite tout autour pour qu'il ne les attrape pas, on va se mettre au taekwondo pour essayer de lui mettre un coup avant qu'il arrive, etc., etc. Et là, on est vraiment là-dedans, on est dans cette espèce d'escalade horizontale, on va choisir justement d'autres objectifs pour essayer de là où on est un peu plus fort, et ce sont nos objectifs finalement qui vont faire mal à l'adversaire. Et donc, au lieu de simplement se concentrer, on va dire, sur les termes de la guerre tels que les définissent votre adversaire, vous allez les élargir pour que vous aussi avoir la capacité de prendre cette initiative. Donc ça, je pense que c'est très important, c'est vraiment la logique qui est derrière les Iraniens. Et quelque chose aussi, à mon avis, qui est essentiel, il faut bien comprendre que cette guerre, c'est pas des gens qui improvisent quelque chose, c'est des guerres qui sont préparées depuis 20 ans des deux côtés, à la fois chez les Israéliens, donc pour qui, on va dire, l'obsession de la prolifération nucléaire chez l'Iran est vraiment quelque chose d'important et pour lequel ils se préparent depuis une vingtaine d'années, mais aussi chez les Iraniens qui ont vu quand même que leurs voisins avaient cédé en quelques semaines face à une invasion aéroterrestre, etc., et qui se sont donc préparés, qui ont pensé leur défense pour pouvoir être efficaces et pouvoir faire face à ces coups. Alors quand on rentre dans les détails, effectivement, il y a cette défense en mosaïque. Bah, l'idée, c'est tout simplement d'être capable d'être résilient face à des frappes de décapitation et donc un petit peu de distribuer, on va dire, toutes les sources de décision pour pouvoir toujours avoir cette capacité d'initiative, cette capacité de nuisance qui demeure et qui justement perturbe l'adversaire, l'empêche en tout cas d'imposer le conflit, d'imposer ses règles, etc. et de garder cette force. La défense en mosaïque, c'est le résultat des enseignements que les Iraniens ont tirés des opérations
américaine et ou israélienne du tournant des années 90 et 2000 et justement, d'une certaine manière, de cette révolution dans les affaires militaires. Je parlais de shock and awe, je parlais de cette guerre réseau-centrée, de cette volonté de paralyser l'adversaire et de dire c'est OK. Et il le voit notamment en 2003, très proche d'eux, avec l'invasion de l'Irak. Il voit que Saddam Hussein est quasiment incapable de réagir, même de donner des ordres, tout simplement parce que les moyens de communication sont bloqués, parce que l'état-major central irakien est paralysé au sens strict. Et la question des Iraniens, c'est comment on évite d'être dans cette situation-là. Et donc la première réponse, elle est organisationnelle, elle est de dire on va avoir 31 centres de commandement régionaux, ils ont chacun des ordres qui sont rédigés, des cibles qui sont fixées et une marge de manœuvre totale si on déclenche l'ordre de la défense en mosaïque pour faire ce qu'ils font sans avoir besoin d'attendre la validation du haut commandement. Donc c'est cette décentralisation, comme disait Jean-Christophe, qui est avec des stocks qui leur sont propres, donc une forme d'autosuffisance. Alors certains, voilà, on parle d'approche de défense rhizomique, avec des entités autonomes les unes par rapport aux autres, qui permet d'une certaine manière d'éviter cette paralysie, et elle va se renforcer au fur et à mesure, mais c'est en 2005 que l'organisation est lancée et qu'elle va s'appliquer. Donc ça fait des années, et on le savait, il y a même un rapport de la DIA, de la Defense Intelligence Agency américaine, sur cette défense iranienne, donc elle était connue quand même. Christophe. Oui, juste un petit point qui est plus en rapport avec la puissance aérienne. Ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, vous voyez de plus en plus le développement de forces qui s'enterrent, justement pour lutter contre cette puissance aérienne. Les gens ont compris que c'était difficile à partir du moment où certaines puissances mettaient le prix de lutter contre. Alors comment faire pour ne pas être atteint? Tout simplement en s'enterrant. Regardez le Hamas avec tous ces tunnels à Gaza. Les Iraniens, c'est la même chose. On a vu avec les missiles balistiques, etc. Où on va conserver une partie de ces forces qui est capable toujours de nuire et qui pose un problème stratégique à l'adversaire. Et pour finalement la mettre, pour la sauvegarder, pour faire en sorte qu'elle ne soit pas détruite, pour faire en sorte qu'on ait toujours cette réserve, on va s'enterrer. Alors, on s'enterre dans le sous-sol, on s'enterre dans des grottes, etc. Alors, les Américains avaient effectivement cette fameuse bombe qui peut pénétrer profondément. Ils n'en ont pas des centaines, ils n'en ont pas des milliers. L'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir cette contre-stratégie qui permet justement de continuer à être utile. Et c'est un peu ce qu'on appelle la troisième dimension, mais négative. Et ça pose aujourd'hui un problème effectivement aux stratégistes aériens. Et puis moi, je fais aussi une remarque sur le fait qu'on a affaire à un État autoritaire, centralisé, mais qui a quand même réussi une décentralisation, ce qui en soi est très intéressant, parce que ça aurait pu créer un émiettement des oppositions trop fortes. Parce que Donc c'est des un État, défections. ouais, parce que c'est un État milicien aussi. Il faut vraiment le caractère milicien de la révolution islamique est très important et donne beaucoup de rôle aux acteurs locaux. Venons-en à Hormuz. Alors, Hormuz, c'est quand même très intéressant là encore, parce que c'était identifié depuis des décennies comme un choke point, comme un lieu, un point critique susceptible d'être bloqué. Des wargames ont été joués sans doute par centaines autour d'Ormuz. Il y avait eu une anticipation des problèmes, et pourtant, c'est arrivé. On a eu un blocage au moins partiel de ce détroit. Comment vous interprétez cette incapacité américaine à empêcher le blocage partiel du détroit d'Ormuz? On a deux choses. D'abord, on a encore une fois la surestimation par les Israéliens et les Américains de l'effet de sidération et de paralysie de leur frappe initiale. Il est très clair dans, en tout cas, les documents qui commencent à être révélés au compte-gouttes, qu'ils pensaient qu'après la décapitation de ces 40 leaders dans les premières heures, il y allait avoir un temps de flottement et qu'ils auraient du mal à prendre une décision aussi importante et difficile pour les Iraniens qu'un blocage d'Ormuz, puisque ça l'a été dit, le blocage d'Ormuz, c'est celui des flux internationaux, mais aussi des flux iraniens, dont l'économie dépend de ce passage. C'est la rupture définitive, ou en tout cas très très profonde, avec tous les voisins de l'Iran, avec lequel l'Iran s'était quand même progressivement rapproché, ou en tout cas essayer de se rabibocher au cours des dernières années. C'est pour ça qu'en 2025, la riposte iranienne sur les pays du Golfe et sur Hormuz avait été extrêmement mesurée.
Et donc, sans doute, les Américains et les Israéliens avaient été encouragés par ça. En tout cas, le fait de dire vraiment, s'ils en arrivent là, ils vont pas le faire. En même temps, on peut dire que à partir du moment où le niveau d'ambition, de changement de régime était clairement affiché, bah, du coup, d'une certaine manière, les Iraniens étaient dos au mur, mais on sent que voilà, il y a une hésitation dans l'analyse stratégique là-dessus. Et puis le dernier point, un peu plus opérationnel, c'est, certains se sont interrogés sur, la raison pour laquelle la marine de guerre iranienne apparaissait dès, quasiment le premier jour comme l'objectif numéro 2 des Américains notamment, encore plus que des Israéliens, en disant: «Bon, bah, il faut vraiment détruire leur marine de guerre, leur marine hauturière avec une frappe sur tous les navires». C'est parce que dans la conception, la compréhension du schéma, du système adverse par les Israéliens et les Américains, la marine de guerre est l'outil qui permettrait de bloquer ou de contrôler Hormuz à travers les bâtiments et aussi à travers les mines. Or, et donc c'est pour ça qu'ils cherchent d'une certaine manière d'emblée à, de façon préemptive, désarmer cet outil-là. Et là, il y a une sous-estimation de la capacité des Iraniens justement à utiliser le vecteur aérien balistique, mais surtout des munitions téléopérées et de ces fameux drones, pour, depuis la Terre, bloquer ou en tout cas perturber suffisamment le trafic maritime, de façon à ce qu'avec le jeu des assurances et des armateurs, d'une certaine manière, l'effet de blocage et d'interdiction soit complet. Et ensuite, avec cette capacité très liée, enfin, très lacunaire, on va dire, qu'ont eu les Israélo-Américains à aller à la chasse au site de lancement de drones Shahed, qui sont très légers et qui peuvent être assez mobiles et disparaître à peu près aussi vite après qu'ils aient été tirés. Et finalement, là aussi, il y a une surestimation de la capacité à désarmer l'adversaire, une sous-estimation de la capacité de l'adversaire à mettre en œuvre ses moyens de rétorsion. Et donc, finalement, se retrouver sur ce qui pouvait apparaître comme une évidence, effectivement, à l'analyste géopolitique du dimanche, qui se disait, bah, s'ils attaquent, ils vont bloquer Hormuz, et ce qui était un scénario connu, comme vous l'avez dit, depuis le milieu des années 2000. Oui, et puis on avait vu, Bab el-Mandeb aussi, on avait vu, côté ukrainien, la capacité des Ukrainiens à aller faire très mal aux Russes en mer Noire, notamment en utilisant des drones, soit, aériens, soit navals. Donc c'est vrai que ça paraît assez étonnant, en fait, que ça n'ait pas été plus anticipé. Pour terminer brièvement, si vous aviez chacun une leçon à tirer de cette phase allant du 28 février au cessez-le-feu du 8 avril, quelle serait cette leçon? On commence par Jean-Christophe Noël. Je pense que c'est une brique de plus, dans l'histoire de la pensée aérienne, et qui est vraiment avec cette question qui la traverse, c'est comment la létalité de la puissance aérienne peut amener des effets politiques, et de ce point de vue-là, c'est très intéressant. En ce moment, je suis en train de travailler sur la guerre du Vietnam, notamment l'utilisation de la puissance aérienne. Il y a des similitudes, c'est incroyable, quoi, c'est incroyable. Nixon, à la fin de la guerre du Vietnam, donc qui va justement mener les bombardements de Noël, rappelle un petit peu la stratégie du Mad Man, pardon, de Trump, justement dans la première semaine d'avril, où il est là. On évoque même, est-ce qu'il va pas bombarder l'Iran avec une bombe nucléaire tactique, etc. Enfin, il y a toute une espèce de rumeur. Il y a toute une espèce de rumeur. Oui, et d'ailleurs, il reprend l'âge de pierre, mais c'est une phrase qui a été énoncée par le général Lemay, qui n'est pas l'humaniste le plus grand du XXe siècle, et qui dit, mais c'est très simple pour régler la question du Vietnam, on les ramène à l'âge de pierre, ça sera réglé. Et le président Trump la reprend. Donc on voit que voilà, il y a des résonances tout au long justement de l'histoire de la pensée de la guerre aérienne. Je trouve qu'on a une brique de plus qui demande vraiment à être vraiment étudiée. Et toujours avec cette question, c'est donc une chorégraphie techniquement impressionnante du point de vue de la puissance aérienne, mais qui laisse vraiment un goût assez amer dans la bouche compte tenu de ses effets politiques. Donc continuez à essayer de penser les deux, et ça c'est un exemple qui est assez intéressant. Elie Tenenbaum, votre leçon? Oui, non, mais alors, effectivement, je pense qu'il faut vraiment distinguer les enseignements militaro-techniques. Et là-dessus, ce qui ressort pour moi, c'est ce qu'on pressentait, ce qu'on voyait depuis 2024, c'est ce couplage entre un renseignement, entre un appareil de renseignement
extrêmement extensif et la capacité à transformer ce renseignement en ciblage avec un outil aérien extrêmement bien huilé et une capacité de génération de puissance aérienne, c'est notamment frappant du côté israélien, qui est très impressionnant, compte tenu d'un outil, voilà, au demeurant, voilà, modeste, qui a une aviation israélienne qui est un peu plus grande que l'aviation française ou britannique, mais pas tellement, et ils ont une capacité de génération de frappe et de sortie qui semble presque un ordre de grandeur au-dessus du nôtre. Et donc là, il y a quelque chose à la fois du côté du renseignement ciblage et du côté de la frappe qui est impressionnant. Mais ça, c'est des enseignements, on va dire, militaro-techniques pour les armées européennes, notamment dans les problématiques qui sont les nôtres, je pense au flanc Est. Avec Sur- juste une remarque, ça ne sera pas la même guerre. Non, peut ce ne sera pas la même guerre, c'est pas le voilà. même adversaire, c'est pas les mêmes Donc, espaces, c'est pas la même géographie et c'est pas la même menace. Pose une réflexion propre des Absolument. Occidentaux aussi. Et c'est pas la même dynamique stratégique d'escalade, puisque l'Iran n'a pas l'arme nucléaire, et ça c'est quand même très très important de le dire, et ça leur donne des marges de manœuvre qui sont pas les mêmes. Sur le plan stratégique, voilà, l'enseignement il est clair pour moi. Il est de mettre en avant les limites d'une ambition démesurée ou d'une forme de légèreté stratégique qui est de dire on va taper, ensuite on va voir ce que ça donne. Ce qui a été quand même l'approche israélienne, beaucoup post-7 octobre, de dire détruisons d'abord, ça va créer un effet et puis on verra bien si l'effet est positif ou pas. Et de toute façon, si c'est pas positif, on retapera encore. On voit que voilà, il y a une limite de cette. Alors certains ont parlé d'inconséquence stratégique, c'est-à-dire de ne pas s'intéresser aux conséquences stratégiques en disant on va créer d'abord de l'effet, affaiblir et puis on gérera les conséquences. On voit avec les effets de bord et sur les alliés et sur les flux internationaux et même sur la trajectoire du leadership iranien lui-même en termes de radicalisation, que cette inconséquence a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et ça, voilà, je pense que s'il y a une leçon à conserver, c'est de dire on n'utilise pas la force armée en toute impunité, parce que ça ouvre la voie à des choses qui sont ensuite très difficiles à maîtriser. On ne badine pas avec la force. Jean-Christophe Noël et Elie Tenenbaum, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire leur étude sur les leçons de la guerre en Iran. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. L'IFRI est une fondation reconnue d'utilité publique dont le fonctionnement dépend du mécénat d'entreprises et de particuliers. Votre soutien est essentiel pour permettre aux chercheurs de continuer à produire des analyses de qualité. Pour vous informer sur les modalités de dons, rendez-vous sur notre site www.ifri.org. Merci d'avance et à bientôt pour un prochain épisode.